Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'autoconsommation, je vais vous parler également d'autonomie et enfin en fin de vidéo je vous parlerai d'une troisième méthode qui est méconnue pour produire de l'énergie, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc l'autoconsommation, un petit peu de technique pour commencer, mais je vais rester assez simple sur la partie technique. Donc en fait votre panneau photovoltaïque va produire de l'énergie en courant continu et vous aurez un onduleur central ou des micro-onduleurs qui vont convertir cette énergie en courant continu en courant alternatif. Et le courant alternatif, c'est ce que vous utilisez sur votre prise de courant. Donc d'abord, je vais vous parler des avantages de cette méthode de production qui est l'autoconsommation. Donc on a le prix qui est relativement intéressant parce qu'on a en fait une installation assez basique. Il n'y a pas énormément d'éléments. Ça se fait assez rapidement. Ensuite, on a en termes d'efficacité un rendement qui est très intéressant de l'ordre de 95% ou plus suivant le matériel installé. Donc ça, c'est un point très positif. Ensuite, on a la possibilité de revendre le courant qu'on produit en passant par le consuel. Moi, j'ai déjà entendu parler du consuel plusieurs fois, mais je ne sais pas qui c'est et qu'est-ce que c'est. Alors en fait, le consuel, c'est un acronyme. C'est à la fois un acronyme et une personne. Et en fait, le consuel, c'est la personne qui va venir vérifier la conformité de votre installation pour vous permettre de revendre le courant à votre fournisseur d'électricité, tout simplement. Donc on a la revente et ensuite on a aussi les aides possibles quand on fait des installations en autoconsommation suivant le département. Ça, je vous invite à faire vos propres recherches à ce sujet et à vérifier que ce soit réellement intéressant parce qu'en fait quand on fait des installations, quand on a un installateur agréé et qu'on fait venir le consuel, c'est un surcoût et vérifier qu'en fait les aides dont vous bénéficiez soient bien intéressantes financièrement. Et ensuite, dans les inconvénients de cette méthode, donc qui est l'autoconsommation, on retrouvera en premier lieu l'indépendance qui est inexistante. On est totalement dépendant du réseau, c'est-à-dire que lorsque vos panneaux ne recevront pas le courant de votre fournisseur, vous ne pourrez plus produire d'électricité. Ça veut dire que quand il y a une coupure sur le réseau, malgré les panneaux, on ne peut pas allumer une lampe, on ne peut pas cuisiner, on peut rien Alors faire. voilà, c'est ça, en fait c'est une sécurité. Comme vous avez la possibilité de réinjecter du courant dans le réseau. En cas d'intervention sur le réseau, il faut que quelqu'un puisse être pendu au fil sans avoir le risque de recevoir du courant. Et en fait, vous, quand vous réinjectez le courant dans le réseau, vous pourriez blesser, voire tuer un agent qui est en train d'intervenir. Et donc, c'est pour ça que quand on fait de l'autoconsommation et qu'on réinjecte le surplus dans le réseau, il est impossible de produire de l'électricité lors d'une coupure réseau. C'est une sécurité. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Je n'ai pas le nom exact, mais je vous invite à faire vos recherches. Je vous l'intégrerai peut-être dans la vidéo. Ensuite, on a l'abonnement qui est un gros inconvénient pour l'autoconsommation. Parce que, comme vous le savez, vous payez vos factures, ça augmente 2 fois par an. Les prix sont de plus en plus aberrants. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, en dernier inconvénient, mais auquel on peut pallier en partie, on va retrouver le renvoi gratuit du surplus de production dans le réseau. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas payer un abonnement supplémentaire pour revendre votre courant à EDF, parce qu'il faut savoir que quand vous revendez, vous aurez un compteur de consommateur et un compteur de revendeur, donc ça vous fera 2 compteurs Linky pour le prix d'un, donc 2 factures évidemment. Et donc si vous décidez de simplement avoir votre compteur de consommateur, ça veut dire que tout votre surplus de production sera réinjecté gratuitement dans le réseau. Donc il y a une parade à ça qui s'appelle le routeur solaire, donc qui permet, dès qu'on a un surplus de production, il va détecter ce surplus avant qu'il ne reparte dans le réseau, il va le renvoyer en fait vers un appareil de votre choix
qui doit obligatoirement comporter une résistance. Donc ça peut être un radiateur, ça peut être un chauffe-eau, mais pas d'appareil électronique. Et si c'est un chauffe-eau, il faut bien que le chauffe-eau ait un thermostat mécanique, pas de thermostat électronique, ça ne fonctionnera pas. Pour avoir déjà essayé, je préfère vous le dire. Voilà pour l'autoconsommation. On a fait le tour. Ensuite, pour ce qui est de l'autonomie. Alors moi, c'est mon cas. L'autonomie, donc en avantage, on va retrouver l'indépendance par rapport au réseau. Hein. C'est-à-dire que là, en cas de coupure du réseau, comme ça a été le cas récemment ces derniers jours dans mon coin, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur la ligne, j'ai discuté avec mes voisins qui n'avaient plus de courant et bien sûr, moi, je ne suis pas concerné puisque mon électricité est produite directement sur place. Donc je ne suis pas du tout impacté par ce type d'incident, ni les éventuelles coupures qu'on aurait cet hiver dont on commence à s'ébruiter maintenant. Ensuite, oui, donc en inconvénient, on n'a pas d'aide évidemment parce que ce n'est pas du tout intéressant pour l'État de financer ce type d'installation puisque le but c'est quand même que tout le monde reste dépendant du réseau et bien sûr de pouvoir utiliser le surplus de production de votre installation que vous avez financé pour le revendre à vos voisins. Donc là, il n'y a aucune aide. Ensuite, en cas de manque de production, ici, quand on n'a pas de production, pas suffisamment de production l'hiver, eh bien, en fait, il n'y aura pas d'apport du réseau, forcément, puisqu'on n'est pas raccordé. Et donc, ce sera aux personnes qui ont ce type d'installation de gérer leur consommation par rapport à leur production. Pour préserver les batteries, bien sûr, parce que les batteries ne doivent pas descendre en dessous d'une certaine tension. Ça, c'est très important. Et oui, ça fait partie des points positifs de l'autoconsommation, c'est-à-dire que quand la production en autoconsommation est inférieure à ce que vous consommez, c'est-à-dire que vous allumez votre four pour vous cuire une tarte aux pommes ou un plat réchauffé, hein, ça dépend des gens, eh bien, si vous consommez 2000 watts avec votre four et que vous en produisez 1000, eh bien, en fait, les 1000 watts de votre production solaire iront dans votre four et vous tirerez 1000 watts sur le réseau et la nuit vous tirez vos 2000 watts directement sur le réseau. Là, quand on est en autonomie, en fait ce sont les batteries qui vont jouer le rôle du tampon et quand on n'a pas suffisamment produit d'énergie pour remplir les batteries, bien sûr les batteries ne feront pas tampon en cas de forte consommation et de stockage faible. Hein. Donc là, c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte quand on parle d'autonomie. Il faut avoir la capacité à réguler sa consommation et parfois même à arrêter totalement sa consommation pour pouvoir préserver les batteries principalement. Et puis enfin, en coût, on a les batteries en inconvénient parce que les batteries coûtent extrêmement cher. Après, il y a différentes batteries qu'on peut mettre sur des installations solaires. On peut mettre des batteries au plomb, des batteries au gel, on peut mettre des batteries au lithium, fer phosphate. Enfin bref, tout est globalement coûteux, même s'il y a des batteries qui sont plus coûteuses que d'autres. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, dans mon cas, les batteries, c'est un surcoût. Enfin, ça représente entre 30 et 35% du prix de l'installation totale. Donc c'est assez énorme. Donc voilà pour l'autoconsommation et l'autonomie. Donc ça, c'est les deux principales méthodes de production que tout le monde connaît. Bien sûr, l'autoconsommation, c'est la plus répandue et de loin. Et enfin, donc la dernière méthode dont je voulais vous parler, qui est très méconnue, ça s'appelle l'ESS, donc ça signifie Energy Storage System. Donc les avantages de cette méthode, c'est qu'on va avoir une indépendance en fait par rapport au réseau. On sera raccordé au réseau, mais comme on aura un système de stockage d'énergie, donc des batteries, en cas de coupure, l'appareil l'onduleur central de l'installation pourra faire la bascule de l'autoconsommation à l'autonomie en fait. Donc c'est-à-dire que si le réseau est coupé, en quelques millisecondes, eh bien, ça fera la bascule sur les batteries
et ce sera l'onduleur qui va vous faire vous convertir votre énergie qui est stockée dans vos batteries pour votre consommation du ménage. Ça, c'est l'énorme avantage, mais on va voir les inconvénients. Forcément, eh bien, il y a du stockage, donc le prix forcément est élevé comme quand on parle d'autonomie. Et également, vous payez aussi un abonnement. Ça, donc vous subirez la hausse du coût du kilowattheure, la hausse des taxes, hein, bien sûr, sur l'abonnement. Enfin bref, ça, je vous apprends rien, c'est pareil pour tout le monde, sauf les gens en autonomie, hein, bien sûr, qui ne payent plus de facture. Donc ça, cette méthode-là, c'est pour moi la plus coûteuse, mais elle peut être très très intéressante pour des personnes qui auraient peur de se lancer directement dans de l'autonomie, donc, et puis qui sont déjà raccordés, parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, nous, en fait, on n'avait pas d'autre choix que de faire de l'autonomie. Enfin, on ne nous a pas vraiment laissé le choix, parce que demander un raccordement à 30 000 €, si vous voulez, pour moi, on ne laisse pas vraiment le choix aux gens. Mais pour des personnes qui seraient déjà raccordées, je pense que c'est une possibilité à envisager sans se faire peur, en fait, parce qu'on va pouvoir surveiller notre niveau de batterie à l'année et voir en fait si on arrive ou non à gérer uniquement avec les batteries et notre production photovoltaïque sans faire appel au réseau. Et si au bout de 1 an, 2 ans, on voit qu'on arrive à s'en sortir, pourquoi pas après couper l'abonnement à votre fournisseur. Voilà, c'était à peu près tout. C'était les 3 méthodes dont je voulais vous parler, donc autoconsommation, autonomie et ESS, hein, qui est réalisé par des appareils, enfin, de ce que je connais, qui est possible grâce à du matériel de Victron, SMA et Studer. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres appareils, hein, qui sont capables d'avoir ce type de fonctionnalité. Après, faut se renseigner auprès des fabricants. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Pour conclure, je voudrais vous dire que par rapport à l'autoconsommation, moi je pense que globalement, c'est quand même une arnaque, hein, parce que quand on regarde les statistiques des installations en autoconsommation, en fait, on se rend compte qu'il y a globalement que 20% de la production qui est consommée et tout le reste qui est renvoyé dans le réseau gratuitement ou alors contre de la revente. Mais en fait, quand on s'intéresse à l'aspect financier de la revente, il faut prendre en compte l'abonnement du revendeur et aussi le prix du kilowattheure qui n'est absolument pas intéressant puisqu'on vous rachète le kilowattheure une misère, hein, ça va être de l'ordre de 8 à 9 centimes alors que derrière, quand vous le reconsommez, on vous le facture 18. Donc je trouve que c'est une sacrée arnaque. Voilà. Ouais, 20%, 20% et en fait les 80% sont jetés. Clairement, c'est perdu pour moi. Donc voilà, je vous invite surtout à vous rapprocher du mode ESS, hein, pour les gens qui seraient frileux. Vraiment, ça apporte une sécurité. Et puis pour les personnes qui n'ont peur de rien, lancez-vous, hein, lancez-vous en autonomie. Et puis vous verrez bien, de toute façon, vous préserverez vos batteries. En cas de problème de production, vous arrêtez la consommation et puis voilà, vous attendez. Hein, il y a les bougies comme ça se faisait avant. C'est pas très grave, hein. On peut se passer d'électricité sur quelques jours de brouillard dans l'année. C'est pas non plus la mort. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais te demander, si on avait eu le choix, est-ce que tu aurais opté pour de l'ESS ou quoi qu'il arrive, tu serais resté en autonomie? C'est une très bonne question. J'y ai pas réfléchi à cette question. Honnêtement, je pense que sur les premières années, j'aurais peut-être opté pour de l'ESS parce que ça permet vraiment d'apprendre à connaître sa consommation. Quand on est en autonomie, en fait, clairement, on est au pied du mur. Voilà. C'est une énergie non pilotable, le solaire, hein. C'est pas, nous, en plus, on n'a pas de groupe électrogène, du moins pas pour le moment. On va quand même investir dans un groupe électrogène au cas où on aurait fait une boulette, hein. C'est-à-dire que ne pas faire attention
à un équipement qui consomme, bah, ça peut arriver, l'erreur est humaine, pardon. Mais en fait, mettre les batteries à plat, ça ne pardonne pas. Donc il faut pouvoir relever la tension des batteries, donc les recharger. Et en fait, avoir une énergie pilotable, c'est vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Et en fait, quand on est en ESS, l'énergie pilotable, clairement, c'est le nucléaire, hein. Parce que quand on est en hiver, à part les personnes qui habitent près de la Manche, hein, et qui consomment l'énergie du réseau éolien, et les personnes qui habitent à côté des barrages hydrauliques, honnêtement, vous consommez du nucléaire globalement. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose, hein. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, peu importe. Mais il faut savoir que c'est une énergie pilotable, hein. Nous, on aura en fait deux sources d'énergie, hein. On aura les panneaux photovoltaïques que vous voyez depuis tout à l'heure. Et puis, on aura également une éolienne qui prendra le relais principalement l'hiver, quand la production des panneaux sera faible. Eh bien, globalement, nous, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est ici. Et on a observé la météo, hein. On s'est posé, on a eu le temps de bien observer. Et globalement, quand on n'a pas de soleil l'hiver, on a beaucoup de vent, sauf quand il y a du brouillard. Mais là, malheureusement, en énergie non pilotable, on ne pourra pas faire grand-chose avec le brouillard. On n'a encore pas trouvé de moyen de tirer de l'énergie du brouillard. Donc globalement, oui, on aura ça qui viendra complémenter le solaire l'hiver, qui je pense est une très bonne chose, même si pour certains la rentabilité n'est pas intéressante, mais nous, c'est clairement pas l'aspect financier qui est étudié. Dans notre cas, c'est vraiment, nous, c'est l'autonomie, hein, voilà. Bah, c'était tout. Désolé, c'est une conclusion assez longue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Au revoir.